j'ai eu le malheur de toucher aux intérêts énergétiques de la multinationale Total. Eh ben, figure-toi que l'actuel vice-président de Total chargé de la sécurité, le général Denis Favier, a envoyé des convocations à des locataires d'un immeuble que je gérais en les menaçant de poursuites judiciaires ou militaires s'ils ne répondaient pas à la convocation et s'ils ne portaient pas plainte contre moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, petite émission hebdomadaire dans laquelle je reçois des invités. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir le géant, le gigantesque Rachid Nekaz. Bonjour Rachid. Bonjour, mon cher Cantra. Non, je suis très modeste, très simple, et je te remercie beaucoup pour ton invitation afin de pouvoir m'exprimer librement, partager avec toi et avec les personnes qui me suivent différentes analyses et différentes impressions concernant l'actualité, notamment entre l'Algérie et la France. C'est ça, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Alors, je vais faire une petite introduction. Tu pourras me reprendre si jamais il y a des petits zéros ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, Rachid Nekaz, entrepreneur et militant franco-algérien, fervent opposant au système politique algérien, souvent qualifié de populiste. Tu t'es fait connaître par tes prises de position radicales et tes actions militantes, allant jusqu'à renoncer à la nationalité française pour te présenter à la présidentielle algérienne. Ancien candidat à cette élection, tu as également été emprisonné pour tes convictions. Et aujourd'hui, tu continues de défendre tes idées à travers un discours sans concession. Je n'ai pas fait d'erreur. C'est pas mal. Donc, comme tu l'as si bien dit, je ne suis plus français depuis C'est ça, 2000. exactement. Tout à Est-ce fait. que tu veux rajouter des choses peut-être pour ceux qui nous regardent, qui situent un petit peu aussi qu'est-ce que ton actualité, par exemple, en ce moment? Oui, alors, j'étais opposant à l'ancien régime du président Bouteflika. Donc, d'ailleurs, j'avais fait un livre qui s'appelait La dictature Bouteflika sous la protection française, mais je ne suis pas du tout opposant au président actuel, M. Abdelmajid Tebboune, car c'est lui qui m'a accordé 3 grâces présidentielles pour sortir de prison. Donc, j'ai fait 4 années en prison en Algérie, de prison en Algérie et notamment en résidence surveillée, et j'ai fait 75 jours de prison en France, car ce magnifique pays de lumière qui s'appelle la France m'avait condamné par défaut à 18 mois de prison, m'avait saisi tous mes biens, bloqué tous mes comptes et a même délivré un mandat d'arrêt international en m'interdisant à vie de faire du business, alors même que j'étais emprisonné en Algérie. Donc, je me suis rendu volontairement à la justice française le 5 octobre 2023 et j'ai passé 75 jours au milieu des rats à la prison de Fresnes, alors qu'en Algérie, j'avais vu un seul rat dans la prison de Coléa, dans la banlieue d'Alger. C'est juste dingue. Alors justement, qu'est-ce que tu en penses de la liberté d'expression? Nous, justement, la France, on dit toujours la liberté d'expression, on donne des leçons de morale à la Russie, à toutes ce qu'on appelle des dictatures, alors que finalement, comme on le voit avec toi ou même avec d'autres, qu'on peut nommer Hervé Ryssen, Vincent Renoir, etc., des gens qui sont enfermés pour des prises de position, pour avoir écrit des bouquins, pour des couvertures de livres. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il faut que tu saches que la France, elle a 2 facettes. Elle a la facette République des Lumières, liberté, égalité, fraternité, État de droit, mais elle a aussi l'État des ténèbres. Cet État qui colonise la moitié de l'Afrique, qui Hein. assassine des hommes politiques, qui organise des coups d'État. Je te donne un exemple. On parle souvent de l'écrivain géro-français qui est en ce moment à la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha à Alger, mais on oublie que la France, notamment à l'époque du général de Gaulle, avait fait juger, condamner et exécuter un brillant écrivain qui s'appelait Georges Brasillac. Elle avait condamné à mort ou à perpétuité des grands écrivains et académiciens comme Charles Maurras, comme Lucien Rebatté, comme Céline. Donc cette France-là, elle a toujours 2 visages, ne l'oublions jamais. Et encore une fois, je crois qu'il faut distinguer la liberté d'expression quand il s'agit de thèmes généraux Hein. avec la liberté d'expression qui touche à tes intérêts importants. Si tu touches, par exemple, à des intérêts politiques ou financiers ou énergétiques importants, la liberté d'expression n'existe pas. Je te donne un exemple. J'ai eu le malheur de toucher aux intérêts énergétiques de la multinationale Total. Eh ben, figure-toi que l'actuel vice-président de Total chargé de la sécurité, le général Denis Favier, lorsqu'il était en 2013 le patron de la gendarmerie nationale, a envoyé des convocations à des locataires d'un immeuble que je gérais en les menaçant de poursuites judiciaires ou militaires s'ils ne répondaient pas à la convocation et s'ils ne portaient pas plainte contre moi. Donc aujourd'hui,
J'ai porté plainte contre ce général Denis Favier auprès du doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris qui s'appelle M. Cyril Paco. Et aujourd'hui, il est mis en examen, ce général. Donc, c'est à cause de lui que j'ai eu tous mes problèmes en France et que j'ai été saisi de tous mes biens. Et aujourd'hui, je réclame 100 millions d'euros à ce monsieur et au groupe Total dont il est vice-président. Ah ouais, là, c'est le gros pactole, hein. C'est pour ça que je te dis, la liberté d'expression, tant que ça concerne des thèmes gentils, sans enjeu, il n'y a pas de problème en France. Tu peux dire ce que tu veux. Mais dès que tu touches à des secteurs sensibles, que ce soit l'armée, le nucléaire, le pétrole, le gaz, là, ça rigole plus. Là, c'est la sanction. Là, c'est une véritable cabale qui est menée contre toi. Et Ouais. j'ai même été rejugé en appel le 21 mars dernier et je risque à nouveau d'être emprisonné le 2 mai lors du verdict. Mais comme tu le sais, je ne suis pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités et je me rendrai en France pour écouter le verdict et sûrement aller à nouveau en prison. Alors, on salue ton courage. Alors, tu as parlé de Bonhomme sans salle, on va en parler justement dans cet entretien. Avant, justement, donc tu as parlé de liberté et justement, il y a un fait sur lequel tu as été assez connu, c'est cette fameuse, tu avais créé des fonds pour justement aider les femmes qui portent le voile et le niqab à pouvoir justement payer les amendes. Il y avait ce fameux débat à TPMP qui a fait un petit peu, qui a suscité un petit peu le buzz. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que d'un côté, ta position, elle n'est pas du tout tu ne défends pas que les femmes qui portent le voile. Et inversement, tu ne défends pas les femmes qui l'enlèvent ou quoi. C'est vraiment, tu es dans deux positions. C'est tu veux que les personnes puissent mettre le voile ou simplement se battre aussi pour l'enlever, comme tu l'as fait à Téhéran. Et justement, c'est cette prise de Absolument. position. Je voulais que tu nous en dises un petit peu plus parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout en France. Soit les gens sont contre, soit les gens sont pour. Et c'est à cause de ça que la France se divise finalement. Écoute, mon cher Contrat, moi j'ai une formation d'historien de philosophe à la Sorbonne et un des grands philosophes que j'apprécie beaucoup, c'est Voltaire. D'ailleurs, le livre que j'ai écrit qui porte sur la question de la liberté vestimentaire s'appelle Le Voltaire du niqab que j'ai publié en 2018. Dans ce livre-là, j'explique mon positionnement. Au XVIIIe siècle, Voltaire avait défendu l'honneur d'un grand protestant qui s'appelait Jean Calas et qui avait été condamné par le tribunal de Toulouse. Il avait été condamné à mort et brûlé parce qu'il était protestant. Et lorsque Voltaire a pris connaissance de cette affaire tragique, lui qui était déiste, il avait dit que je me battrais jusqu'à la mort, en tout cas c'est la formule qu'on lui prête, Ouais. pour défendre la liberté de chaque individu. Et ma position est exactement la même. À titre personnel, je suis contre le port du voile et du niqab, par exemple. En Europe, ma femme, par exemple, est américaine, elle est totalement occidentalisée, elle ne porte ni le voile, ni le niqab, ni le burkini, mais ma position voltairienne est de dire quel que soit l'habit qu'une femme veut porter, il faut la laisser le porter. Donc en Europe, je défends la liberté des femmes de porter le niqab si elles le souhaitent. Et au Soudan et en Iran, je défends la liberté des femmes qui ne souhaitent pas porter le voile. En 2013, je me suis rendu à Khartoum, au Soudan, pour défendre une femme qui s'appelle Amira et qui risquait d'avoir 100 coups de fouet. Donc, grâce à mon intervention, mon humble intervention, on l'a laissée tranquille. Et le 8 mars 2018, journée internationale de la femme, je me suis rendu à Téhéran pour faire libérer 29 femmes qui avaient été emprisonnées parce qu'elles avaient décidé de jeter leur voile sur la place publique. Alors, pourquoi j'ai réussi à faire libérer ces femmes-là, notamment avec le soutien de maître Nesrine Sotoudeh, qui est une femme formidable, une avocate qui a été condamnée à de très longues peines de prison. C'est pour une raison très simple, c'est que dans le monde musulman, l'action que j'ai menée en Europe a été très fortement appréciée. Et par respect, il y a le grand ayatollah, c'est-à-dire le doyen des ayatollahs en Iran, qui s'appelle Golpagani, qui, parce que j'avais soutenu la liberté vestimentaire en Europe, avait décidé, suite à mon intervention, de faire libérer, le jour même où je suis arrivé, le 8 mars 2018, ces 29 femmes. Donc, je n'ai pas de double langage, j'ai un principe voltairien que je défends et qui est celui de la liberté d'expression vestimentaire et de religion, quel que soit le pays dans le monde. J'ai même soutenu des 12 jeunes Tibétains et Ouïghours en 2009 qui risquaient d'être condamnés à mort et grâce à mon voyage en Chine, notamment avec mon ami et grand militant Jean-Bruno Romégou, nous avons pu faire éviter la condamnation à mort à ces 12 jeunes Ouïghours et Tibétains. Bravo, franchement.
Super, j'ai même pas de mots pour. C'est tellement, ça fait tellement bizarre, surtout en France ici. On n'a pas du tout Merci. ce discours-là, quoi. Aujourd'hui, alors si on va autoriser les gens de porter ou non le voile ou d'un style vestimentaire, mais ça va être plus ici pour des questions c'est le grand capital qui va essayer justement d'instaurer des idéologies dans le but de capitaliser dessus. On le voit notamment, par exemple, avec le LGBTisme. On vous fait croire que le LGBTisme, c'est la liberté d'être soi-même, de prôner une sexualité qui serait vraiment la nôtre, mais derrière, on voit effectivement que ça rapporte énormément au lobby pharmacochimique, etc. De même que beaucoup de marques de textiles comme Nike, etc., qui font des voiles pour le sport, qui font des tenues pour les femmes voilées ou des tenues pour les gens en surpoids, etc. Et ils surfent un petit peu justement sur cette fameuse liberté de soyez vous-même, soyez différent des autres, etc. Mais pas du tout pour des questions de liberté, c'est plus pour, encore une fois, bah, capitaliser dessus, ce que je trouve assez triste. Et toi, tu as t'as une version, je trouve, vertueuse et éthique de la question. C'est vraiment admirable. Merci, mon cher Contra. Moi, j'ai une version classique, à vrai dire, de la liberté. Moi, je crois à l'homme, à la femme et à la liberté sous toutes ses formes, à condition, bien sûr, qu'elle respecte l'ordre public et la liberté des autres. Encore une fois, je suis de formation historien et philosophe, donc je suis très attaché euh, au fondement même de la liberté et du respect les uns à l'égard des autres. Tout ce qui est un peu nouveau, tout ce qui est un peu tout ce qui est un peu innovant en termes de liberté ou en termes de conception sociale, c'est pas ma tasse de thé, je te l'avoue. Ouais. Alors, il y a certains responsables politiques qui se plaignent de ce qu'ils appellent l'islamisation de la société en France. Alors, il y a une hausse du nombre de croyants musulmans en France, il y a le port du voile qui a augmenté, qui passe de 18 à 28 selon une étude de l'INSEE. Alors, comment t'expliques ce retour à la religion? Et pas que chez les musulmans, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui retournent à l'église. Comment t'expliques ce phénomène? Et est-ce qu'en Algérie, c'est pareil? Est-ce qu'il y a un retour à la religion? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a de plus en plus de progrès? Moi, j'avais entendu dire que vers Oran, Alger, tout ça, il y avait de plus en plus de progressisme là-bas. Ils s'ouvraient un petit peu plus à ce qu'on appelle l'occidentalisation du monde. Alors, comme tu le sais, l'Algérie a été colonisée pendant 132 ans. Ça veut dire quoi, colonisation? C'est-à-dire que la France a tout fait pour supprimer la religion musulmane, supprimer la langue kabyle, berbère, supprimer la langue arabe, supprimer l'identité algérienne au sens large du terme, ce qui signifie que 20 ans après l'indépendance qui a eu lieu, donc le 5 juillet 1962, nous avons eu un retour vers l'identité algérienne. L'identité Mmh. algérienne dans sa dimension religieuse, dans sa dimension linguistique, à la fois arabe et tamazir c'est-à-dire berbère. Et autant après l'indépendance, entre 62 et 70, l'Algérie était occidentalisée à cause de cette prégnance de la colonisation française, autant à partir des années fin 70-80, là, il y a eu un retour progressif, notamment au niveau vestimentaire, au niveau de la pratique de la religion musulmane. Et en effet, aujourd'hui, on peut dire que 90%, par exemple, des femmes portent le voile en Algérie, surtout dans l'Algérie profonde, à quelques exceptions près, que ce soit en Kabylie ou dans l'est du pays, par exemple à Annaba ou à Oran ou à Alger. Mais la prégnance de la Ouais, culture musulmane est absolument très importante à l'école, à l'université ou dans les espaces publics. Maintenant, au sujet de la France, comme tu ouais, le sais, la France est un pays laïque. Cette laïcité, au début, c'était une philosophie. Maintenant, c'est devenu une religion intolérante. C'est qu'au nom de la laïcité, on n'accepte plus les expressions visibles de la religiosité, et notamment au ouais. sujet des femmes musulmanes. Et maintenant, depuis quelques années, les hommes musulmans, notamment avec le port du camis à l'école. Car cette France républicaine, laïque, qui a combattu 1000 ans de monarchie, qui était étroitement liée à l'Église catholique, ne veut pas entendre parler de religiosité dans l'espace public. Et comme ce modèle laïque, ce modèle de la République est en train d'échouer, en France, on a bien vu la crise avec les Gilets jaunes, on voit ces manifestations importantes, notamment au sujet des choix de société. Alors, étant donné cette segmentation des populations, on voit bien qu'en banlieue, par exemple, une majorité des habitants sont ou bien musulmans ou bien africaines, c'est-à-dire D'accord. les Français sont à peine une dizaine de pourcents aujourd'hui dans les banlieues françaises. C'est Donc vrai. cette ghettoisation
a produit le même effet que celui qui a été le cas, par exemple, en Algérie, c'est-à-dire une islamisation des mœurs. Mais islamisation, pas en termes de terrorisme ou de violence, non, simplement un retour à des habitudes ancestrales que les populations d'origine nord-africaine connaissaient avant la colonisation française. Mais mon point de vue est différent de celui que tu peux entendre ici ou là. Je suis pour la remigration positive, non seulement des D'accord. Algériens, mais de tous les Africains sur le continent africain. Pourquoi Je crois que la France ou l'Europe n'ont pas besoin des Algériens ou des Africains ou des Nord-Africains en Europe. Alors que le continent africain a besoin de ces enfants, notamment ces enfants de la diaspora. Il y a 5 millions d'Algériens en France. On peut dire qu'il y a à peu près 8 millions de musulmans et 7 millions et demi de noirs. Je pense que ces 15 millions, le continent africain en a vraiment besoin. D'une part, pour développer l'économie et d'autre part, pour consolider l'état de droit et la démocratie. J'ai fait cette remigration positive en 2013 lorsque j'ai renoncé à ma nationalité française afin de pouvoir concourir à l'élection présidentielle d'avril 2014. Aujourd'hui, 11 ans après, malgré mes 4 années de prison et de résidence surveillée en Algérie et mon emprisonnement en France, je suis toujours partisan de cette remigration positive, à commencer par les cadres, car nous avons besoin des cadres pour développer le continent africain. Je sais que ça pourra choquer des personnes qui nous regardent, mais je crois qu'il faut être lucide. La France n'a pas besoin des Français d'origine étrangère. C'est le continent africain qui a besoin de ces gens formidables qui sont habitués à la démocratie, qui sont habitués au libéralisme, j'aimerais dire des mœurs et de l'économie. Et le continent africain, plus que jamais, a besoin de tous ces enfants, aussi bien sur le continent qu'à l'étranger. Et tu penses que ça peut se produire, ça, une rémigration comme ça un jour? Tu sais que la meilleure façon d'éviter un drame sociétal, c'est de le préparer. Je ne souhaite pas que les musulmans ou les Africains de France ou d'Europe connaissent le même drame que celui qu'ont connu les 6 millions de Juifs entre 1940 et 1945 en Europe. Je ne souhaite pas que les Africains ou les Nord-Africains connaissent le même drame que les Juifs d'Espagne en 1492 qui ont été expulsés ou les musulmans arabo-berbères d'Espagne qui ont été expulsés en 1609. Donc, à un moment donné, l'histoire doit nous apprendre à anticiper des tendances lourdes. Lorsque l'on voit les discours islamophobes de certains hommes politiques français, là je citerai par exemple notre ami Bruno Ouais. Retailleau, qui n'a aucun complexe Mm. à dénigrer les musulmans ou leurs pratiques religieuses, ou par exemple le parti du Rassemblement national qui pointe du doigt, qui stigmatise ces populations-là. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ou de l'ENA ou de Sciences Po pour comprendre que la présence musulmane ou africaine en France et en Europe, elle est en sursis. Et je ne souhaite pas que ces personnes-là appliquent leur politique pour comprendre qu'il faut partir. Moi, j'ai déjà compris en 2013. Certains mettent beaucoup de temps pour comprendre. Donc, j'invite l'ensemble des Africains en général et des Algériens en particulier à préparer leurs valises en carton ou en plastique pour que ces personnes-là soient utiles à notre pays, utiles à notre continent. Ouais. Et tu penses que l'Afrique, un jour, elle pourra être d'une certaine manière indépendante ou être pas une hégémonie non plus, mais peut-être une puissance qui peut rivaliser ou, avec la Russie, la Chine, les États-Unis? Parce que c'est comme un continent énorme. Il y avait Kadhafi qui a essayé, comme il le peut, de lever un petit peu le continent africain, de l'indépendantiser. Est-ce que tu penses que ça peut se produire, ce genre de choses? Je vais te citer deux exemples pour essayer de situer les choses entre l'Afrique et le reste du monde. Nous avons les États-Unis d'Amérique. C'est 50 États. Ouais. Le fait qu'ils aient réussi à s'entendre, à s'unir, ont fait d'eux la première puissance mondiale. Le deuxième exemple, c'est l'Union européenne. Quels que soient ses défauts, cette Union européenne à 27 ou à 29 pays, aux religions différentes, aux régimes politiques différents, aux régimes économiques différents, a réussi à devenir peu ou prou la deux ou troisième puissance économique mondiale. Un seul passeport, une seule monnaie, une liberté totale à l'intérieur, alors que l'Afrique, 55 pays, aux régimes politiques différents,
majoritairement des régimes autoritaires, des langues différentes. Il y a plus de 2000 langues vernaculaires, à peu près 50 langues officielles. Nous avons des visas pour passer d'un pays à l'autre. Bref, c'est l'anarchie totale, la division totale, la désunion totale. Si nous réussissons à faire comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Union européenne, oui, l'Afrique peut devenir demain la troisième, quatrième ou cinquième puissance mondiale. Aujourd'hui, cette puissance, elle est uniquement au niveau des ressources naturelles, gaz, pétrole, Ouais. fer, or, diamant, phosphate, coltan, etc. Mais son élite, les élites africaines, aujourd'hui, elles ne sont plus en Afrique, elles sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, en Chine, en Inde. Sans ces élites-là, ces ressources naturelles, elles ne serviront à rien. Il n'y a que les élites qui sont à l'étranger qui seraient en capacité de valoriser Ouais. ces ressources naturelles dans le sous-sol africain. Et une de mes idées que je développe, c'est de faire en sorte que l'ensemble des ressources naturelles soit géré par un seul fonds, un fonds souverain panafricain, et non pas les différents États qui aujourd'hui sont en charge de ces différents pays. Pourquoi? Car la majorité des décideurs politiques de ces 55 États profitent pour eux seuls de ces ressources naturelles, alors il faudrait en faire bénéficier les 1,2 milliard d'habitants. Donc c'est simplement à la Ouais. condition de mettre en place un fonds souverain panafricain qui va gérer collectivement ces ressources naturelles que nous pourrons mettre en place un programme d'infrastructure à l'échelle du continent africain, que ce soit au niveau scolaire, médical, ferroviaire, aérien, au niveau de l'eau, au niveau de l'accès aux services publics les plus élémentaires, l'électricité, le gaz, etc. Sans cela, l'Afrique continuera à être colonisée ou néocolonisée économiquement et toutes ces richesses formidables que le sous-sol nous a données, finalement, ne serviront qu'à alimenter les économies occidentales ou chinoises ou indiennes. Ouais. Quel est le frein, à ton avis, du fait qu'aujourd'hui l'Afrique est quand même toujours dépendante? Alors là, on voit que la France s'est retirée. Maintenant, on voit que la Chine, du côté de l'Afrique de l'Est, pareil, commence à s'y implanter. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, quel est le frein justement au fait que l'Afrique n'arrive pas à se développer pour rivaliser justement face à ces puissances? Le premier frein de l'Afrique, ce sont d'abord ses propres peuples qui Ouais, n'arrivent pas à faire émerger des élites politiques qui ont ouais, vraiment à cœur de défendre les intérêts de leur pays et de leur peuple. Donc la première responsabilité incombe au peuple. La deuxième responsabilité incombe aux dirigeants politiques qui préfèrent placer l'argent de ces ressources naturelles dans les banques panaméennes, suisses, luxembourgeoises ou américaines plutôt que de le réinvestir dans leur pays. Et le troisième frein, ce sont les multinationales étrangères comme Total, comme Shell, comme Gaz de France, qui, elles, continuent d'exploiter ces ressources-là à leur profit exclusivement. Je vous donne un exemple. Total Gabon, par exemple. Total Gabon euh, maîtrise, contrôle 85% du gaz au Gabon. Total au Congo, c'est 70%. Total en Algérie, ça va par exemple de 20% à 65%. Tant qu'on a des multinationales qui obligent des États, et je prends l'exemple de l'Algérie que je connais très bien, il faut que tu saches qu'en 2018, Total a réussi à faire pression sur le gouvernement algérien, sur les décideurs algériens, en menaçant l'Algérie d'un arbitrage international, notamment en Suisse, si l'Algérie refusait de reconduire pour 25 années supplémentaires un gisement de gaz et ensuite un gisement de pétrole. Alors, il faut savoir que quand une multinationale commence à explorer, à exploiter un gisement, en effet, au début, elle investit des milliards de dollars afin de rendre exploitable un gisement. Donc, c'est tout à fait normal que ces multinationales, de façon générale, puissent avoir un pourcentage élevé. En général, les contrats durent 25 ans, mais normalement, après 25 années d'exploitation, où les infrastructures sont en place, où le gisement fonctionne à plein régime, que ce soit un gisement de gaz ou de pétrole,
pourquoi ces multinationales, en l'occurrence Total, continuent à faire pression sur le gouvernement algérien pour obtenir 25 années supplémentaires d'exploitation de ces gisements. Et c'est ce qu'a fait Total à 2 reprises dans le gisement de TFT, donc pour le gaz, et dans le gisement de Hassi Berkin pour le pétrole. Et l'Algérie ne peut rien faire. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie, depuis 25 ans, a perdu 95% des arbitrages commerciaux internationaux. Et systématiquement, notre pays est obligé de payer des amendes colossales à ces multinationales. Je vous prendrai juste un exemple. C'était il y a une vingtaine d'années avec une toute petite entreprise américaine qui s'appelle Anadarko. L'Algérie était obligée de payer 4,4 milliards de dollars uniquement d'amende. Un peu comme quelqu'un qui ne met pas son ticket de stationnement et qui reçoit une amende à la maison. Ben, l'Algérie, c'est-à-dire le peuple algérien, a dû payer 4,4 milliards de dollars d'amende à une entreprise, ce qui représentait à peu près 200 000 logements pour le peuple algérien. Ça, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Alors, pareil, à un moment, donc, tu as été emprisonné en Algérie pour tes actions donc, au gouvernement de Bouteflika, c'est ça? Exactement, tout à fait. Alors, c'était quoi disons, pourquoi tu t'es opposé à ce système-là? Est-ce que c'était contre lui personnellement? Est-ce que c'était contre ces élites algériennes? Alors, il faut savoir que le président Abdelaziz Bouteflika, Ouais. lors de ses 2 premiers mandats, c'est-à-dire entre 1999 et 2009, a un bilan assez positif, il faut le dire. Il a Ok. permis le retour de la paix en Algérie, il a commencé à lancer des grands projets d'infrastructure. Le problème qui s'est posé, c'est à partir de 2012. Il est devenu très malade et lui-même, dans la ville de Sétif, qui est la deuxième ville d'Algérie en termes de population, il avait fait un célèbre discours le 8 mai 2012 en disant Tabjnani, c'est-à-dire que mon époque est révolue, c'est fini pour moi. Malheureusement, son entourage, qui était extrêmement corrompu, Ouais. l'a dissuadé de quitter le pouvoir et en profitant de sa maladie, cette mafia des 40 voleurs, comme je l'ai dénommé, a profité des ressources pétrolières et gazières phénoménales pour les Ah. dilapider, pour se les accaparer et pour servir les intérêts principalement des entreprises françaises comme Lafarge, comme Total, comme BNP, beaucoup d'entreprises comme Alstom, etc. Mm. Donc, je ne me suis pas opposé à l'homme en tant que tel, mais plutôt au système qui gravitait autour de lui, et notamment son frère qui s'appelle Saïd Bouteflika et qui est aujourd'hui en prison et qui avait autour de lui une véritable mafia. Et donc, j'avais organisé à l'époque 156 manifestations anti-corruption, à la fois en Algérie, en France, en Europe, aux États-Unis. Et j'avais dénoncé les biens mal acquis, car ma spécialité, c'est l'immobilier. Donc, j'avais accès à tous les actes notariés Ah. de ces ministres corrompus. Et l'un d'eux, c'est l'ancien ministre de l'Industrie, donc entre 1996, 1997 et 2014-2017, qui s'appelle Abdeslam Bouchouareb, qui avait un magnifique appartement de 3 millions d'euros juste en face de Notre-Dame, au 21 quai Montebello. Et c'est l'ami du président actuel, M. Emmanuel Macron, car entre 2014 et 2017, ils étaient tous les deux en charge d'économie de ces 2 pays. Et donc, je vais vous dire à quoi ressemble ce monsieur. Voilà, 2 petites secondes, petite photo. Alors, voilà, c'est lui. Ça, c'est Abdeslam Bouchouareb. Et donc, Ok. grâce à l'amitié qu'il a avec notre ami Emmanuel Macron, eh ben, il Ouais. a demandé à son ami de ne pas être extradé en Algérie, car l'Algérie l'a condamné à 5 peines de 20 années de prison. 5 peines, c'est-à-dire 30 années de prison pour corruption comme détournement de fonds. Regardez, ça, c'est les 2 hommes. Donc, ça, c'est Abdeslam Bouchouareb et ici, c'est Emmanuel Macron. Donc, ils sont très, 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 très amis. Donc, grâce à l'amitié d'Emmanuel Macron, bah, Abdeslam Bouchouareb est toujours en France en train de profiter de la Côte d'Azur. Il n'a pas été une seule minute en garde à vue, ni détenu, ni rien du tout, ni jugé. Alors que l'Algérie a demandé son extradition à 6 reprises et systématiquement, la justice française refuse de l'extrader malgré une convention d'extradition qui a été signée entre la France et l'Algérie en 2019. Et quel est l'argument qui est utilisé par la justice française? C'est de dire que, étant donné son âge et sa maladie, la France ne peut pas l'extrader. Alors, il a 72 ans. Il n'est pas du tout malade, hein, il est en pleine forme. Alors, moi, j'ai répondu, donc, si on doit invoquer l'âge, dans ce cas-là, il ne faut pas condamner
Nicolas Sarkozy, parce qu'il a 70 ans. Il ne faut pas nommer des premiers ministres âgés comme Michel Barnier qui a 73 Ouais. ans ou François Bayrou qui a 73 ans. Donc, au jeu de l'âge, il faudrait empêcher toutes les personnes qui ont plus de 70 ans d'occuper des fonctions régaliennes en France. Donc, on voit bien que ces relations incestueuses entre l'ancien régime Bouteflika et la France sont toujours aussi importantes. Et je viens de le dire, l'entreprise comme Total, qui a des ramifications tentaculaires sur l'ensemble du continent africain et principalement en Algérie, refuse que l'Algérie se développe et continue à entretenir la corruption. Et il faut que tu saches aussi qu'au niveau fiscal, ces entreprises françaises sont autorisées à payer des pots de vin. Il faut simplement qu'elles le déclarent au fisc. Et comment j'ai cette information? En 2015, j'avais rencontré un responsable de Total, donc au siège Total, donc à la Défense, et il m'avait dit, nous avons le droit de payer des pots de vin à des responsables comme Abdeslam Bouchoueb, l'ancien ministre de l'industrie algérienne, pour obtenir des contrats. Donc voilà les usages extrêmement corrompus et corruptibles auxquels se livrent les multinationales françaises comme Total. Finalement, tu vois, là, quand tu me dis ça, en fait, je me dis que tous les pays, en fait, c'est un peu tous les mêmes, quoi. Ils se protègent entre eux. Là, on le voit avec la guerre en Ukraine-Russie, par exemple. C'est pareil du côté de Zelensky, qui a des intérêts, qui a des maisons à Tel Aviv, qui a des sociétés, les Pandora Papers, avec les sociétés écrans dans lesquelles il refourguait du fric à sa femme. Euh, Ça, c'est juste dingue. Pareil, on voit qu'il y a des intérêts avec BlackRock, Vanguard, les gros fonds de gestion d'actifs. Macron, aussi, un moment, qui avait été suspecté d'avoir un palais au Maroc sous compte offshore, des trucs comme ça. Enfin, et en fait, on se rend compte que c'est toujours un peu la même chose, quoi. Ces types-là, ils se maintiennent au pouvoir, ils essayent de s'en mettre plein les poches, ils appauvrissent de plus en plus le peuple, et finalement, ils protègent leurs potes, etc. Et on voit effectivement, tu nous le dis avec l'Algérie, en fait, c'est des mecs qui se connaissent, c'est une sorte de mafia, comme tu dis, qui se surprotègent et qui continuent, ouais, à profiter d'intérêts du moment qu'ils sont au pouvoir. Comment ça peut s'arrêter, ça, finalement? Comment toi, tu vois les choses? Est-ce que on va pas appeler à la guerre civile, hein, mais est-ce que pour toi, c'est une sorte il faudrait une manif populaire comme les Gilets jaunes? Est-ce qu'il faudrait, ou alors il faut vraiment s'attaquer à des choses précises comme utiliser le droit, utiliser les lois? Euh, Quelle est la porte de sortie pour toi? Alors, je vais distinguer l'ancien président algérien Bouteflika, donc Ouais, comme je viens de l'indiquer, j'avais écrit un livre qui s'appelle La c'est dictature ça. Bouteflika sous la protection française, under Mm. French protection, avec l'actuel président algérien qui s'appelle M. Abdelmajid Tebboune. Avant d'être président à partir de décembre 2019, il avait été pendant 3 mois chef du gouvernement, c'est-à-dire entre mai 2017 et août 2017. Ouais. Pourquoi il n'est resté que 3 mois? Car pendant ces 3 mois, il avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il refusait les relations incestueuses entre le monde des affaires et le monde politique. Et parce qu'il avait lutté contre la corruption, je l'avais soutenu. J'avais même organisé 2 manifestations pour le soutenir sur les Champs-Élysées, donc en août 2017. C'est parce qu'il a lutté contre la corruption qu'il a été limogé. Et quand il est revenu au pouvoir, en décembre 2019, il a continué son combat et dans le Ok. marbre de la Constitution, il a interdit tout lien entre le monde des affaires et le monde politique. Donc, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, il y a 20 ministres algériens, dont 3 anciens premiers ministres, qui sont en prison. Je les ai vus puisque j'étais dans 4 prisons différentes en Algérie. Donc, c'est une réalité. Il y a à peu près une centaine d'hommes d'affaires qui sont aussi en prison. Je les ai vus parce que j'ai vécu avec eux, dont le célèbre homme d'affaires que les Français connaissent qui s'appelle Rafik. Euh, Comment s'appelle-t-il? Oh là là, son nom m'échappe. Attendez, Tu veux que il je va me cherche sur revenir. Google? Oui, je confonds avec Hariri, vous voyez, le premier ministre libanais. Oh là là, c'est fou ça. Il est ministre de Bon, quoi, il va me de? revenir. Bon, bref, c'est un homme absolument formidable, d'une immense culture. Mais il a été victime de la guerre des clans, donc à partir de 2003 en Algérie, et ça fait plus de 18 ans qu'il est en prison. 18 ans. Ah ouais. Et c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a des hommes d'affaires qui sont en prison pour de véritables raisons, mais d'autres qui sont victimes de la guerre des clans. Et comme tu dois le savoir, le développement de l'économie américaine au Ouais. 19e siècle s'est fait avec des entrepreneurs véreux, les Rockefeller, les Getty, etc., etc., les Astor.
Mais ensuite, ces entrepreneurs véreux, Ouais. les Rothschild, etc., ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là aspiraient à une notabilité. Ils sont devenus avocats, ils sont devenus ingénieurs. Et leur troisième génération, ben, ils sont devenus ou députés ou sénateurs. Et il y en a même, comme les Kennedy, ben, ils sont devenus présidents de la République ou les Bush. Donc, le processus de, on va dire, de notabilisation peut mettre 3, 4, 5 générations. Et l'Algérie, malheureusement, euh, dès la première génération, donc d'entrepreneurs véreux, on les casse. Ce qui fait que l'Algérie ne peut pas se développer. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération qui débarque, elle est toujours en lien avec des multinationales, donc ils sont corrompus, mais on ne voit jamais la deuxième génération, la troisième ou la quatrième qui va faire en sorte que l'éthique, la morale soit un peu plus présente à la fois dans les mœurs économiques ou dans les mœurs politiques. Donc c'est ce processus, j'aimerais dire, naturel, social, de notabilisation où on passe de la corruption à la notabilité qu'on n'arrive pas à faire émerger sur l'ensemble des pays africains. Et ça, c'est un peu dommage. Ah oui, donc je crois que je l'ai, voilà. Il s'appelle Khalifa, voilà. Khalifa, Khalifa. d'accord. Donc le grand homme d'affaires qui est vraiment un homme sur le plan humain qui est formidable, il avait été extradé par l'Angleterre, le ministre de l'Intérieur anglais, en 2013 et il purge une très longue peine de prison en Algérie, alors que la France empêche, notamment M. Macron, empêche que ce ministre algérien corrompu soit extradé. Vous vous rendez compte? L'Angleterre, pays des droits de l'homme, pays de l'habeas corpus, a fait extrader, plutôt a accepté l'extradition de l'homme d'affaires Rafik Khalifa, mais a refusé l'extradition du ministre de l'Industrie, M. Abdeslam Bouchouar. Eh oui. Donc la France est un mauvais élève par rapport à l'Angleterre. Alors, pour toi, c'est quoi les mesures les plus urgentes à prendre pour l'Algérie, notamment vis-à-vis des tensions avec la France, mais aussi à l'intérieur? Je ne sais pas comment se passe la politique intérieure algérienne, tu vas justement nous en dire un peu plus, mais pour toi, c'est quoi les mesures à prendre si par exemple tu étais président ou si tu avais un petit peu de pouvoir ou si le président t'entendait là, qu'est-ce que tu pourrais lui confier? Alors d'abord, je suis un soutien indéfectible et loyal du président actuel, Ouais, Monsieur Abdelmajid Tebboune, c'est qui, bon. comme je l'ai précisé il y a quelques minutes, lutte contre la corruption de façon quotidienne. Donc ça, c'est une Ouais, réalité. Bien sûr, la corruption n'a pas été éliminée en Algérie. C'est un très long processus, même aux oui, États-Unis, même au Canada, même en France, même en Angleterre, même en Italie. La corruption, elle est réelle. Quand on voit qu'un chef de gouvernement italien qui s'appelle Berlusconi, qui est extrêmement corrompu, est resté tant de temps à la tête de l'État et en tant que parlementaire italien, on voit bien que le phénomène de la corruption ne concerne pas simplement l'Afrique, mais l'ensemble des pays, donc à l'échelle planétaire. Donc, dans les relations entre la France et l'Algérie, je pense que si la France souhaite que les Algériens retournent en Algérie. Car on voit bien que ce soit l'extrême droite ou la droite, il y a une volonté d'expulser à terme ces ouais. Algériens. Donc aujourd'hui, ils parlent des OQTF. Donc les personnes qui sont frappées d'une obligation de quitter le territoire français. Mais on ne parle pas des 20 000 médecins algériens. Moi, je souhaiterais que M. Retailleau adresse une OQTF aux 20 000 médecins algériens, aux milliers d'informaticiens algériens, aux milliers d'ingénieurs algériens, aux milliers d'universitaires algériens, Ouais. à la présidente de l'Institut Pasteur français qui est algérienne, au président de l'Université Dauphine qui est algérien. Pourquoi à chaque fois, quand on parle des Algériens, on parle des personnes vulnérables qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de papier, et on oublie les 300 000 à 500 000 cadres algériens. Donc, Ouais, si c'est la vrai. France, Ouais. donc mon cher Cantra, si la France veut vraiment que ces Algériens quittent la France pour l'Algérie. Dans ce cas-là, moi je suis d'accord, mais il faut renégocier des contrats avec les multinationales comme Total dans un New Deal, donc gagnant-gagnant, win-win, donc que Total baisse un peu la part de ses bénéfices qu'elle gagne grâce à l'Algérie, afin que notre pays puisse préparer la venue de ces 5 millions d'Algériens au niveau des logements, parce qu'il faut bien les loger, ces 5 millions, au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux, au niveau des cliniques, au niveau des entreprises, au niveau des loisirs, au niveau des instituts de recherche, au niveau des centres de réflexion. Bref, il faut de l'argent pour accueillir ces 5 millions de personnes. Et donc, si la France est d'accord, moi, je suis tout à fait favorable en tant que citoyen algérien
pour redéfinir, redessiner la relation entre la France et l'Algérie. Mais la France doit arrêter de s'ingérer dans les affaires politiques algériennes, dans la justice algérienne. Quand on voit, par exemple, le cas de cet auteur algéro-français, qui est dans le centre pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha d'Alger. Donc, voilà, me sens sale. Exactement. Et que tous les jours, depuis le 16 novembre, pas un jour, il n'y a pas un homme politique, un journaliste, un intellectuel, un juge ou un ancien ambassadeur qui s'exprime pour faire pression sur la justice algérienne, faire pression sur le président algérien pour le faire libérer. Mais de quoi je me mêle? Quand la France a fait exécuter Georges Brasillac le 6 février 1945, personne n'a dit à la justice française, mais comment se fait-il que vous condamnez à mort et que vous exécutez un écrivain? Quand la France a fait condamner à mort le grand académicien et écrivain et journaliste Charles Maurras, personne n'a dit mais comment se fait-il que ce vieux monsieur qui avait à l'époque 75 ans, vous le mettiez en prison et que vous le condamniez à mort. Donc ce deux poids deux mesures en Algérie, il devient insupportable. Donc je crois que la France doit respecter la souveraineté algérienne. Si elle veut faire des demandes à l'Algérie, elle n'a qu'à le faire au travers des canaux diplomatiques classique, mais en aucune manière lancer des ultimatums, comme M. François Bayrou, le Premier ministre, qui a dit « je donne à l'Algérie 4 à 6 semaines pour récupérer les OQTF ». Mais pourquoi il ne demande pas, M. Bayrou, à Total de cesser de menacer l'Algérie d'arbitrages internationaux lorsque Total a réclamé en 2016 1 milliard de dollars de l'Algérie si elle ne renouvelait pas le contrat de gaz sur le site gazier de TFT? Ça, il n'en parle jamais. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Moi, je souhaiterais que la France échange le ministre de l'Algérien corrompu, donc Abdeslam Bouchouareb, contre cet auteur algéro-français, Boualem Sansal, qui tous les deux étaient au ministère de l'Industrie en Algérie en 1996 et 1997. Abdeslam Bouchouareb était le ministre, et avant d'être auteur à partir de 1999, Boualem Sansal était son directeur central de l'industrie. Et ces deux hommes avaient une mission, c'était de normaliser les relations entre l'Algérie et Tel Aviv. C'était ça leur véritable fonction. Ah, d'accord. Voilà. Alors, t'en Et penses quoi justement de Bonhomme sans salle, toi? alors, Boualem Sansal Parce que ça a fait quand même assez travaillé. polémique, hein. On a vu même qu'il était assez proche à un moment. Il avait fait une courte parole au dîner du CRIF, il me semble, où justement il avait taquiné un petit peu. Enfin, bon voilà, il y a des choses, même il a dit des choses sur le Maroc et l'Algérie. C'est vrai qu'on dirait qu'il y avait une sorte de mépris ou je sais pas, une sorte de dégoût ou de. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Car ce monsieur, figure-toi qu'il profite d'une retraite du gouvernement algérien, puisqu'il était pendant de longues années au ministère de l'Industrie. D'ailleurs, on se pose la question de savoir comment les services secrets algériens ont pu laisser un homme Ouais, qui, au sein du gouvernement algérien, donc il négociait les contrats directement avec les entreprises étrangères, dont principalement les entreprises françaises. On se demande comment on a pu laisser ce monsieur occuper des fonctions aussi importantes. Donc, ouais. depuis 99, il a une autre casquette. C'est la casquette d'écrivain, comme moi. Mais comme tu sais, moi, j'ai publié 6 livres. À aucun moment, la France n'a parlé de moi lorsque j'étais bloqué pendant 4 ans en Algérie. Pas un homme politique, pas un journaliste, pas un intellectuel, pas un diplomate, pas un juge n'a parlé de moi. Ouais. Alors que je suis né en France, j'étais 40 ans français. Ce monsieur, il est français depuis quelques mois et nous avons toute l'intelligentsia française qui le défend matin, midi et soir. Alors en effet, quand on s'appelle Rachid Nekaz et qu'on veut renégocier les contrats de gaz et de pétrole avec Total, évidemment, vous n'allez pas voir un journaliste ou un homme politique ou un diplomate vouloir me défendre. Mais comme ce monsieur veut fermer toutes les mosquées, vous savez qu'il a déclaré qu'il voulait fermer toutes C'est les mosquées. ça. Il a déclaré que la moitié de l'Algérie était marocaine. Il a déclaré qu'il fallait absolument combattre toutes les associations à connotation musulmane en France. C'est ça. Bref, Ouais. ce Il a même monsieur, dit, je crois, au CRIF, il a dit qu'il passait beaucoup de temps dans les synagogues. Enfin, c'est vraiment, il a des déclarations, c'est vrai, assez hallucinantes, hein. ben, il a été élevé dans une synagogue pendant 10 ans, c'est lui-même qui le dit. Alors moi, j'ai Ouais. aucun problème avec les juifs. Vous savez, nous, dans la religion musulmane, on respecte ce qu'on appelle Ahl el-Kitab, c'est-à-dire les gens du livre, que vous soyez chrétien, musulman Tout à fait. ou juif, il n'y a aucun problème. Le problème se pose quand? Il se pose quand vous avez un État
à la tête duquel vous avez un génocidaire qui s'appelle Netanyahou, qui a sur la conscience 50 000 morts directs et 190 000 morts en indirect, c'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times, qui sont morts de famine, de malnutrition, Ah, d'absence de soins. bien sûr. Et ce monsieur est frappé d'un mandat d'arrêt international quand on défend un État à la tête duquel il y a un homme politique génocidaire et frappé d'un mandat d'arrêt international et qui est soutenu par cet homme avec lequel il veut normaliser les relations, là, c'est pas possible. C'est Et clair. aucun Algérien ne peut soutenir un homme qui défend ce génocidaire. Aucun Algérien. Et même le Maroc, même au Maroc, où Ouais. pourtant le ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, est tellement fier d'avoir normalisé les relations du Maroc avec ce génocidaire Netanyahou, vous verrez que 90% des Marocains sont contre cette normalisation. Car Ouais. ce n'est pas possible d'avoir des relations avec un homme qui massacre des populations civiles. On n'est pas en guerre. La guerre, c'est deux armées qui s'affrontent. Là, ce n'est pas deux armées qui s'affrontent. Nous avons un génocidaire qui utilise toute la force militaire d'un État contre des populations civiles totalement désarmées. Ça, ce n'est pas possible. Et lorsque cet auteur algéro-français, qui est un agent de normalisation avec Tel Aviv, tient des propos aussi graves, c'est tout à fait normal qu'il puisse rendre des comptes à la justice algérienne. Il a été condamné à 5 ans de prison. Pour ma part, j'ai été condamné à 3 peines, 5 ans, 1 an et 6 mois. Je n'ai pas pleuré, j'assume ces détentions, quand bien même à titre personnel je les considère comme injustes, mais c'est le combat. Chaque écrivain, chaque journaliste, chaque homme politique sait qu'en tenant certains propos, en dérangeant certains intérêts, on risque de passer par la case prison. Il faut assumer et ne pas pleurer. Je me suis rendu volontairement en Algérie pour aller en prison. Je me suis rendu volontairement en France pour aller en prison. Je ne suis pas un lâche comme Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie, qui refuse de purger sa peine de prison en Algérie. Et je ne suis pas un lâche comme l'auteur algéro-français Kamel Daoud, qui a peur de rendre des comptes à la justice algérienne. C'est totalement scandaleux. Et toi, si tu étais président de l'Algérie, tu aurais fait quoi avec le cas Boualem Sansal? Comment tu aurais réagi? Alors, si j'étais président algérien, vu la pression qu'il y a contre l'Algérie, ben, Ouais. j'aurais fait une chose extrêmement simple. Mmh. J'aurais échangé, attendez, je vais vous montrer, j'aurais demandé à la France d'échanger Boualem Sansal contre son patron, Abdeslam Bouchouareb. Je ne sais pas si tu as suivi, en août 2024, Ouais. il y a eu des échanges de prisonniers, 24 prisonniers qui ont été échangés entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Ouais. Donc j'aurais fait exactement la même chose. Lui, c'est un simple sous-fifre de ce monsieur. Le big boss, c'est Abdeslam Bouchouareb, c'était lui son ministre. Donc, j'aurais fait un échange de prisonniers. Alors, certains Algériens m'ont dit, oui, mais on ne peut pas échanger un Algérien contre un Algérien. Bien sûr que si. Les Russes ont échangé un Russe contre un Russe. Voilà ce que j'aurais fait. Et j'invite le président algérien et le président Macron à faire exactement la même chose. Et comme ça, on va mettre fin à cette crise. Mais Boualem Sansal ne sortirait pas de prison. Il serait placé en résidence surveillée jusqu'à la fin des élections présidentielles françaises qui auront lieu en mai 2027 pour éviter justement qu'il y ait une instrumentalisation politique du cas de cet auteur algéro-français par le ministre de l'Intérieur actuel, M. Retailleau, qui aspire à devenir le prochain président de la République française. Alors, à un moment, tu as parlé de la Palestine. Qu'est-ce qu'ils en pensent là-bas en Algérie? Est-ce qu'ils se sentent impuissants? Surtout que là, on sort de mois de Ramadan. Est-ce que le peuple algérien se sent impuissant face à l'impossibilité de pouvoir aider le peuple palestinien qui est très loin? Et puis, on voit qu'en face, ils ont pas, il y a un petit ennemi, ils ont quand même Israël qui est pas rien. Comment ça se passe là-bas? Il faut que tu saches que la quasi-totalité du peuple algérien soutient la cause palestinienne Ouais. pour que la Palestine puisse avoir un État comme n'importe quel peuple dans le monde. Nous-mêmes, pendant la colonisation, nous aspirions à avoir un État indépendant, libre et souverain. Et évidemment, depuis 62 que nous sommes indépendants, nous souhaitons que la Palestine puisse avoir, elle aussi, son propre État. Et comme tu le sais, il y a des pays comme la France qui refusent qu'il y ait un État palestinien. Donc oui, il y a un profond sentiment d'impuissance, surtout que le président algérien, en novembre 2022, pardon, avait réuni l'ensemble des groupes palestiniens pour essayer
de faire en sorte qu'il puisse parler d'une seule voix. Il avait réuni à l'époque l'autorité palestinienne qui est à Ramallah, avec le Hamas qui était à Gaza. Et malheureusement, tous ces efforts diplomatiques qu'a fait le président algérien ont été réduits à néant à cause de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc oui, il y a un profond sentiment d'impuissance. Comme tu le sais, Israël est une puissance nucléaire et il n'y a aucun pays musulman en dehors du Pakistan qui est une puissance nucléaire, mais le Pakistan est loin de la Palestine. Il se sent un peu étranger à la Palestine. Il se sent concerné par la mosquée Al-Quds, qui est le troisième lieu saint de l'islam, Quds, c'est-à-dire Jérusalem, mais la cause palestinienne, au final, ne touche que les populations, on va dire, des États qui se trouvent, on va dire, à 2 000 à 3 000 kilomètres, pas plus. Pour l'Indonésie, c'est loin, pour le Pakistan, c'est loin, et même pour l'Iran, c'est loin, car les Iraniens sont des Perses, les Palestiniens sont considérés comme des Arabes. En dehors de l'instrumentalisation politique, l'Iran n'a aucun intérêt, au final, à avoir un État palestinien, si ce n'est pour amuser la galerie. Bref, il y a un vrai sentiment d'impuissance et l'idéal, c'est qu'un jour, les États-Unis acceptent le principe d'un État palestinien et si les Américains l'acceptent, et j'ai fait une proposition en ce sens où j'ai proposé de séparer la partie nord de la Palestine, là où il y a Ramallah, de la partie sud, là où il y a Gaza. On sait qu'aujourd'hui, que tant que Gaza est géré par le Hamas, les Américains s'opposeront toujours à la création d'un État palestinien. Donc j'ai proposé de faire le même modèle que celui qu'il y a eu à partir de 1949 jusqu'à 1990, c'est-à-dire l'Allemagne qui était divisée en deux, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne. Donc moi je propose que la Palestine du Nord, avec l'autorité palestinienne, soit le premier État palestinien. Et je crois que si nous séparons le nord de la Palestine avec le sud de la Palestine, je crois que les Américains ne s'y opposeront pas. Et dans un deuxième temps, lorsque le Hamas sera déchargé de la gestion de Gaza, on pourrait envisager la création d'un deuxième État palestinien à Gaza, mais sans le Hamas. Et dans un troisième temps, la réunification des deux Palestines, comme cela s'est fait à partir de 1990 pour l'Allemagne, qui a vu la réunification de la RFA et de la RDA. Donc je crois que pour régler ce problème géopolitique, il faut y aller par petites touches. On ne peut pas exiger maintenant un État palestinien sur les deux zones, le nord et le sud palestinien, c'est-à-dire Gaza. Il faut aller doucement, il faut tenir compte du drame du 7 octobre de façon à pouvoir mettre fin à cette tragédie des populations civiles, notamment les 2,2 millions de Palestiniens qui sont totalement abandonnés dans la bande de Gaza. C'est clair. Et comment tu expliques qu'en France, il y ait autant de, que ce soit nos politiciens, les grandes instances, même les grands médias, journaux, tout ça, sont complètement sionistes. Je vais être cru, ils sont complètement sionistes. Il y a même pas de, on ne voit pas des plateaux télé donner la parole à des Palestiniens ou à des représentants palestiniens. Ils donnent toujours la parole. Voilà, on allume CNews le soir. Bon, bah, on a Golnadel, Elisabeth Lévy, Julien Drey, Cohn-Bendit. Voilà. On n'a que des gens qui prônent ou qui sont sionistes ou alors qui prônent justement une politique favorable à celle de Netanyahou. Comment t'expliques qu'en France, il y ait autant peu d'antisionisme, enfin, qu'on donne si peu la parole à l'antisionisme, et même ne serait-ce que la parole aux Palestiniens? Alors, je vais apporter une petite précision. Ouais. Je prends l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, en tout cas par la voix de son président, serait Ouais. d'accord pour engager des relations diplomatiques avec Tel Aviv à la Ouais. condition d'avoir un État palestinien. Voici ce que demande la majorité des pays arabes ou des pays dits arabes ou des pays musulmans. Ouais. Donc, les Arabes ou les musulmans n'ont pas un problème avec les Juifs en général, ils ont un problème Bien avec sûr. Netanyahou, chef génocidaire d'Israël, Ouais. qui massacre des populations civiles. Et les Juifs de France, qui, pour la majorité, sont ou des intellectuels, ou des journalistes, ou des commerçants. Sur le plan personnel, ils sont très sympas. Mais ils considèrent qu'ils ont le devoir de soutenir coûte que coûte le génocidaire Netanyahou. Et Ouais. ils en font une affaire existentielle, à tort ou à raison. Pour eux, c'est à raison, et pour nous, c'est à tort. Sur le plan moral, sur le plan éthique,
il est absolument impossible de soutenir l'action Ouais, génocidaire de Netanyahou. N'importe quel individu normalement constitué dirait la même chose. Et là, je tiens à faire un distinguo entre les journalistes ou les intellectuels américains, que je connais bien, car je vis partiellement aux États-Unis avec ma femme et mon fils. J'ai de très bons amis juifs américains qui s'opposent, mais fermement, c'est à la ça. politique génocidaire de Même en Netanyahou. Israël, on voit que récemment, il y avait eu des manifestations contre Netanyahou. C'est Oui, juste dingue. il y a eu 500 000 manifestations, 500 Ouais. 000 manifestants, pardon, en Israël contre la politique de Netanyahou qui veut brader la justice israélienne, notamment en diminuant les pouvoirs de la Cour suprême. Mais en France, on n'est pas dans la nuance. Quand vous voyez des intellectuels, ou en tout cas des pseudo-intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, qui, derrière des formules sémantiques hasardeuses ou Ouais. biaisées, essaie de dire oui, mais nous devons soutenir l'action de Netanyahou car nous n'avons pas le choix. Au final, c'est ça. C'est là où on voit la dimension sophistique des intellectuels français. Je prends un autre exemple. Ouais. Regardez, vous connaissez Alain Finkielkraut, Bien sûr. l'académicien français de culture hébraïque. Alain Finkielkraut, qui est brillant sur le plan intellectuel, il faut le dire. Il avait publié un livre qui s'appelle La défaite de la pensée que je montre ici, donc chez Gallimard. Et qu'est-ce qu'il disait notre cher Alain Finkielkraut? Donc c'était en 87. Il Ouais. parlait de défaite de la pensée. Mais en gros, il reprochait à l'intelligentsia française de ne pas être courageuse, de ne pas défendre les vertus de la rationalité, les vertus de l'éthique, les vertus de la responsabilité. Mais que se passe-t-il 40 ans après? Alain Finkielkraut est devenu une caricature. Ce qu'il reprochait à l'intelligentsia française, il en est devenu lui-même auteur de la défaite de la pensée, la défaite de la morale, la défaite de la rationalité, la défaite de la logique humaine et de la légalité internationale. Et c'est ça le drame des Juifs de Ouais. France. Les Juifs de France ont perdu leur âme. Je ne parle pas de la totalité des Juifs de France, je parle des acteurs, à la fois médiatiques, intellectuels, politiques, diplomatiques. Ils ont perdu leur âme en ne condamnant pas l'action génocidaire de Netanyahou à Gaza. Et C'est très ça, juste. l'histoire va le retenir. Ah bah, c'est clair. Puis tu as parlé de Bernard-Henri Lévy qui disait oui, qu'il faut soutenir quand même Netanyahou, etc. Et là, j'en reviens justement au début où je disais que certains penseurs et même certains politiciens disaient qu'il y avait de l'islamisation en France. Ils jouent sur ça, en fait. Ils disent oui, mais regardez, Netanyahou, il ne combat pas les Palestiniens, il combat l'islamisme, c'est le Hamas, ce sont les mêmes qui ont fait le Bataclan, etc. Tout de suite, ils nous ramènent toujours à ça. Ils ramènent une population civile qui se fait martyriser depuis 75 ans, il l'amalgame avec des groupes terroristes commandités, formés, etc. Minorité en plus, c'est des types qui sont partis avec des kalachnikovs. Et puis pareil, après, il faut remonter dans l'histoire des réseaux qui étaient derrière, etc. Et c'est un amalgame que je trouve, moi, malhonnête et malsain parce que je pense qu'ils ne sont pas cons, ces intellectuels. Ils savent très bien, en réalité, qu'ils font exprès de faire cet amalgame pour créer des tensions. Ils créent des tensions. Et aujourd'hui, la France n'a jamais été aussi fragmentée qu'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, les gens de gauche insultent les gens de droite, les gens de droite insultent les gens de gauche. On voit que même il y a des gens qui se font passer à tabac. Euh, Moi, franchement, ça me dépite. Et justement, c'est ce que j'essaie de faire avec ma chaîne. J'essaie de créer du dialogue, de dire que vous soyez à gauche, que vous soyez à droite, on s'en fiche. Le but, c'est de s'entendre sur une cause commune, celle de sauver la France, de retrouver notre souveraineté, de se battre contre une forme de mondialisme qui veut nous restreindre dans nos libertés. Et justement, là, c'est un peu une de mes dernières questions. C'est est-ce que pour toi, la réconciliation nationale, elle est possible? Alors aujourd'hui, on est passé de l'extrême droite, donc le parti de Jean-Marie Le Pen, Oui, qui avait été mis au banc de la vie politique française. On a fait un basculement vers l'extrême gauche et aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui est au banc de la vie politique française depuis notamment le 7 octobre. 7 Alors que je octobre. sois clair, je suis algérien, je suis musulman, et Oui, lorsqu'il y a eu l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, je l'ai condamné, car je distingue le Hamas, qui est un mouvement de résistance, oui. avec l'attaque terroriste du 7 octobre. Ce sont deux choses différentes. Et ça, il faut le dire. Et en tant que musulman et en tant qu'Algérien, je l'assume. Car
le mouvement de résistance palestinien est totalement légitime, de la même façon que le mouvement de résistance algérien, le FLN, était totalement légitime. Mais il ne faut pas avoir peur des mots. L'attaque du 7 octobre est une attaque terroriste d'un mouvement de résistance qui s'appelle le Hamas. À l'école, à la Sorbonne, on apprend à faire ces distinctions pour éviter des amalgames. Et je refuse de laisser des intellectuels français de culture juive faire l'amalgame justement entre cette attaque et le mouvement de résistance palestinien. Ça, c'est très important. Donc, au niveau de la réconciliation nationale en France, Ouais. on ne peut pas avoir une réconciliation nationale en France lorsque, d'abord, on exclut le parti de Jean-Marie Le Pen qui était un tortionnaire en Algérie. Ce sont des faits avérés, en faisant l'amalgame avec l'action de Jean-Luc Mélenchon qui a fait une erreur, c'est qu'il avait refusé le 7 octobre de considérer que l'action du 7 octobre était une attaque terroriste. Et cette erreur d'appréciation, cette erreur de présentation, cette erreur sémantique, aujourd'hui, il la paye très très cher. Pourquoi? Car Jean-Luc Mélenchon, qui est né au Maroc, à Tanger, de parents pieds noirs algériens, Ouais. malheureusement, ne connaît pas l'état d'esprit à la fois moyen-oriental ou d'Afrique du Nord. Et je crois qu'il s'est laissé avoir, il s'est fait avoir Ouais. par un entourage qui ne maîtrisait pas les éléments de langage. Il aurait très bien pu dire que cette attaque du 7 octobre était une attaque terroriste, mais le Hamas reste malgré tout un mouvement de résistance. Et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Oui. il faut savoir que Netanyahou a toujours soutenu le Hamas. C'est Netanyahou qui laisse un avion qatari tous les mois arriver à Gaza, Ouais. apporter l'argent, les millions de dollars pour payer les fonctionnaires du Hamas à Gaza. Il C'est faut le ça. dire, ça. C'est que Netanyahou a toujours fait cette stratégie qui est de diviser le mouvement national palestinien pour pas qu'il y ait d'unité entre les factions de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire du Fatah, et le groupe du Hamas. Car pour Netanyahou, l'union de l'autorité palestinienne avec le Hamas, c'est le danger suprême. De la même façon que l'État français, que je distingue de la République, fait Ouais. tout pour que Alger et Rabat ne s'entendent jamais. Et c'est la raison pour laquelle le président Emmanuel Macron a reconnu de façon unilatérale et en violation de la légalité internationale dont il est garant, car la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et a le droit de veto, il a fait exprès de reconnaître la marocanité du Sahara occidental pour qu'il y ait une guerre infinie entre Alger et Rabat. Car pour l'État français, la pire des choses, c'est de voir une fédération nord-africaine avec comme pôle de puissance le lien entre Alger et Rabat, de la même façon qu'il y a un pôle de puissance en Europe entre Paris et Berlin. Donc la réconciliation nationale en France ne pourra avoir lieu que si on arrête de diaboliser l'extrême gauche comme cela est le cas aujourd'hui et faire Ouais. en sorte qu'on ne joue pas les pompiers pyromanes aussi bien à l'intérieur du pays que dans la zone nord-africaine. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a une très forte minorité nord-africaine en France qui est entre 7 et 8 millions de personnes. Donc si on ne veut pas jouer avec le feu, je pense qu'il faut apaiser les choses et que les intellectuels français, les hommes politiques français et les médias français jouent leur rôle d'apaisement. Car si ils ne jouent pas ce rôle d'apaisement, il est à C'est ça. prévoir la même tragédie que celle que la France a connue en 1940 avec l'expulsion massive des Juifs français après leur dénaturalisation. C'est ça. Et je reviens même sur la diabolisation de la gauche. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, le CRIF qui vilipendait le RN et les partis de droite, maintenant fait complètement l'inverse. Depuis que Bardella s'est rendu en Israël, le CRIF, bon, ils n'ont pas vraiment accepté, mais ils commencent à dire plus ou moins que ça y est, le RN, il est rentré dans le cercle de l'acceptation. Et maintenant, c'est la gauche qui vilipende, etc. On l'a vu même Bardella qui fait la bise à Meir Habib. Meir Habib qui d'ailleurs a été député alors qu'il est binational franco-israélien. Ça, c'est un truc de dingue, quoi. C'est juste un truc de dingue. Et je voulais revenir sur la question israélienne. Qu'est-ce que tu penses justement de Trump et de ses positions sur le conflit israélo-palestinien? Est-ce que même ses propos sur la déportation des Palestiniens dans d'autres pays arabes pour reconstruire quelque chose? Son soutien à Netanyahou?
On voit les financements de Trump. On sait qu'un des premiers financiers de Trump, c'est la femme de Sheldon Adelson, Sheldon Adelson qui est décédée depuis, mais qui est la plus grande fortune israélienne. On a du mal à se dire que Trump il joue le rôle de l'antisioniste qui va peut-être aider les Palestiniens, même si on a envie d'y croire finalement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement? Je te dis ça parce que comme tu es un petit peu aux États-Unis, peut-être que tu as une vision des choses, une perception des choses différente ou plus éclairée. Alors, Trump, il y a plusieurs séquences. La première séquence, c'est lorsqu'il a été élu en novembre 2024, Ouais, il avait averti les Israéliens et les Palestiniens que s'il n'y avait pas la paix au moment où il entrait à la Maison-Blanche, c'est-à-dire le 20 janvier 2025, il allait se fâcher. ouais, Donc, pour la première étape, il a réussi son coup. Il y a eu un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu a été permis grâce aux menaces de Donald Trump. d'accord. Là, ça, c'est la première séquence. La deuxième séquence, c'est lorsqu'il a dit qu'il était favorable à ce que Gaza soit géré par les États-Unis d'Amérique en voulant promettre une belle riviera à Gaza. Et pour cela, il avait demandé aux pays limitrophes de Gaza, c'est-à-dire de la Palestine, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie, d'accueillir provisoirement ces populations-là. Ces populations, c'est 2,2 millions. Le temps de reconstruire le pays. Les pays arabes ont compris, j'aimerais dire, le piège et ont décidé de se réunir, notamment au Caire, pour proposer un plan de reconstruction sans expulsion des Gazaouis. Un plan qui a été évalué à 53 milliards de dollars. Depuis, le président américain a essayé de convaincre que le plan égyptien n'était pas possible, mais on voit bien qu'il temporise en ce moment parce que au début, il pensait que les Palestiniens allaient être d'accord, mais il s'est rendu compte que les Palestiniens sont viscéralement attachés à leur terre, surtout qu'il y a 8 millions de réfugiés palestiniens à l'étranger, que ce soit au Liban, en Syrie, en Irak, en Égypte, quelques milliers en Algérie, au Maroc, aux États-Unis, en Australie. Bref, les Palestiniens sont viscéralement attachés à cette terre dont ils ont été à plusieurs reprises expulsés et dont on les a expropriés. Donc je pense que maintenant on est dans la phase 3. La phase 3, c'est un peu plus de réalisme politique, ou comme on dirait dans le jargon de la politique, on est dans une phase de réel politique. Il est clair que les Palestiniens ne partiront pas de Gaza. Et je Oui. pense qu'il faudrait plus soutenir le plan égyptien, qui est un plan qui est pragmatique et qui bénéficie du soutien de la majorité des pays arabes, même si l'Algérie n'avait envoyé à la conférence du Caire que le ministre des Affaires étrangères. Donc je crois qu'il faut être réaliste et je pense que Donald Trump va essayer de favoriser plutôt une logique de compromis dans les prochains mois, les prochaines années. Ouais. Et tu penses que ces financements, ça peut jouer sur sa politique ou pas? Le fait qu'il soit financé quand même souvent par des gens qui sont très sionistes, même son entourage, est-ce que tu penses que ça joue là-dedans? Aujourd'hui, Trump est dans son deuxième mandat, Oui. ce qui veut dire que selon la Constitution américaine, il n'a pas le droit de prétendre à un troisième mandat. Donc, le financement éventuel de groupes qui seraient plus ou moins attachés à Tel Aviv, à mon sens, par rapport à sa politique, n'a pas d'incidence. Ok. S'il était dans un premier mandat, ça c'est autre chose. Mais à partir du moment où il est dans son deuxième et dernier mandat, je pense que c'est pas ça qui l'intéresse. Je pense que sa priorité aujourd'hui, c'est comment il peut gagner le Groenland dans sa future rivalité avec la Russie et ensuite avec la Chine. Je crois que c'est sa vraie priorité. Gaza, pour lui, c'est vraiment pas important. C'est vrai qu'il y a des gisements offshore en gaz, donc sur la côte méditerranéenne, donc au large de Gaza, mais sur le plan géostratégique, sur le plan énergétique, les États-Unis n'ont pas besoin de Gaza. C'est simplement pour répondre aux attentes des 6 millions de juifs américains qui voudraient que l'État d'Israël soit un peu plus sécurisé, surtout après l'attaque du 7 octobre, même s'il y a de nombreuses sources qui disent que Tel Aviv était au courant bien avant le 7 octobre qu'il y aurait Oui. une attaque et ils ont utilisé cette attaque pour justement se débarrasser une bonne fois pour toutes du problème de Gaza et en favorisant l'expulsion des 2,2 millions de Gazaouis vers l'Égypte, mais l'Égypte a eu l'intelligence de refuser d'accepter ces 2,2 millions de Gazaouis, car si l'Égypte avait accueilli ces 2,2 millions, vous pouvez être sûr et certain qu'il y aurait une déstabilisation en Égypte et que Oui. pendant 100 ans ou 200 ans, les Palestiniens et l'ensemble des Arabes et des musulmans auraient reproché à l'Égypte
d'avoir collaboré avec Tel Aviv. Oui, c'est sûr. Ouais. Eh ben, écoute, je pense qu'on a clos tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce que tu veux peut-être dire un dernier mot je te laisse la parole. Si tu veux aussi parler de tes écrits et de ton actualité, si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux ou si tu as un site internet, quelque chose comme ça. Eh ben, d'abord, je voulais te remercier pour ton invitation À et pour toi. cette interview où tu m'as permis de m'exprimer librement sur les C'est différents ça. thèmes. Et certains sont extrêmement sensibles, que ce soit la question de Tel Aviv, de la Palestine, de l'Algérie, de la France ou du Maroc. Mais j'invite celles et ceux qui nous suivent à lire les différents ouvrages que j'ai publiés, notamment Le Voltaire du Niqab, où j'affirme ma position philosophique de principe, qui est de défendre la liberté sous toutes ses formes, bien sûr dans le respect de la loi et dans le respect de la liberté d'autrui, et aussi donc l'ouvrage que j'ai publié en anglais donc en 2018, qui avait été traduit par mon épouse américaine, qui s'appelle The Bouteflika Dictatorship Under French Protection. Nous en sommes toujours là, car aujourd'hui, l'Algérie n'est pas totalement indépendante au niveau énergétique. Elle subit les pressions constantes de la France. On l'a vu avec le cas de l'auteur algéro-français Boualem Sansal, où la France ne cesse de faire pression avec un rapport de force, avec une riposte graduée chère à Bruno Retailleau, et on le voit aussi avec les pressions de Total qui oblige l'Algérie à reconduire pendant 25 ans supplémentaires des contrats dans le domaine du gaz et du pétrole pour continuer à profiter des richesses naturelles de l'Algérie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et encore une fois, merci à toi, mon cher Kentra, et merci à celles et ceux qui ont suivi cette interview. Eh ben, merci à toi. Allez, à plus tard, chers abonnés. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.